Diane Breteau. Merci de nous recevoir pour Elvia Concept. Bonjour, Est-ce que tu vas bien? ça va, merci et toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, on va traiter un sujet un peu délicat et un sujet important. On va parler de la maltraitance infantile. Mhm. Déjà, pour te présenter un petit peu, tu es avocate, spécialiste FSA en droit de la famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Exactement. ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela représente? Alors, le titre d'avocate spécialiste FSA en droit de la famille, ça veut dire la chose suivante. Tout d'abord, FSA, il faut savoir que c'est l'abréviation pour la Fédération suisse des avocats, qui est donc l'association fêtière qui chapeaute tous les ordres contolos, qui sont donc des associations privées dans les cantons. Pour exercer en Suisse, il faut être avocat, donc passer un examen de barreau selon les cantons. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la Fédération suisse des avocats a mis sur pied justement des modules de spécialisation dans plusieurs domaines. Il y a par exemple le droit de l'immobilier, le droit du travail. Et depuis 2013, qui date donc de la première formation de spécialistes en droit de la famille, ce module a été mis en place pour permettre justement aux avocats qui pratiquaient déjà de façon majoritaire en droit de la famille, de pouvoir encore parfaire leurs connaissances et obtenir ce diplôme qui était établi sous l'égide des 4 universités romandes en Suisse, donc c'est Genève, Neuchâtel, Fribourg et Lausanne. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait l'assimiler, par exemple, à une spécialisation comme dans le domaine médical, mais par contre, dans le domaine du droit? Est-ce que ça peut être comparable? Oui, on peut dire qu'on peut faire ce parallèle. Euh, on peut faire ce parallèle puisque c'est un diplôme effectivement supérieur qui vient au titre d'avocat, qui est un titre en fait de généraliste. Oui. Alors, je vais te poser une première question concernant cette thématique. Je pense qu'on aimerait tous savoir comment on définit et finalement, qu'est-ce que la maltraitance infantile? Alors, c'est un petit peu la définition que je définis après de ma pratique. Alors, en ce qui me concerne, la maltraitance infantile, c'est une suite d'actes de mauvais traitement qu'un adulte va faire sur un enfant et qui s'inscrit justement de façon répétitive et dans la durée. Ces actes de mauvais traitement vont en réalité porter atteinte à l'intégrité soit physique, soit psychique de l'enfant. Et malheureusement, lorsque ces actes s'inscrivent vraiment sur une durée, eh bien, peuvent aussi entraver le développement harmonieux de l'enfant, notamment sur le plan psychologique. D'accord. Donc, en fait, il y a différentes formes de maltraitance. Il y a Tout à la fait. physique et la psychologique qui rentrent en compte. Aujourd'hui, est-ce que tu peux noter une augmentation en fait des cas? Alors, oui, mais c'est surtout sous la forme, je dirais, de maltraitance psychologique parce qu'elle est beaucoup plus insidieuse et moins voyante que la maltraitance physique. Alors évidemment, la maltraitance physique, parlons-en un petit moment. Tout le monde visualise cela, c'est un enfant qui va être corrigé, battu par ses parents. Euh, si, vous voulez, si tu veux, cette maltraitance physique, elle va surtout ressortir par des marques physiques lorsqu'elles peuvent bien sûr être détectées. La maltraitance psychologique, elle est beaucoup plus insidieuse parce qu'elle ne se détecte pas tout de suite et peut aussi avoir des conséquences graves pour les enfants parce que même si, quand elle n'est pas détectée rapidement, eh bien, c'est que bien plus tard qu'on se rend compte des dégâts qui ont été faits sur l'enfant lorsqu'en fait on se retrouve face au jeune adulte qui dysfonctionne ou qui est déstructuré. Et de ce point de vue-là, cette maltraitance psychologique, elle a beaucoup de formes. Ça peut être du mépris qu'un adulte affiche pour l'enfant, un dénigrement,
un traitement indigne, où on va humilier l'enfant. Alors pour donner un peu des exemples, imaginons par exemple un parent qui répète tous les jours, enfin une mère qui dirait à sa fille, mais de toute façon tu es moche, tu n'arriveras à rien, tu ne pourras jamais trouver un compagnon ou un mari parce que de toute façon tu vaux rien. Des paroles aussi terribles répétées au quotidien, ça peut faire des dégâts terribles. À quel moment on Oui, définit je pense que cette maltraitance? Par exemple, voilà, on a vu que donner la fessée à son enfant, c'est pas forcément toujours l'idéal dans une certaine mesure. Est-ce qu'on peut déjà qualifier ça comme de la maltraitance ou il y a quand même des limites quand même par rapport à ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, tout acte de correction sur un enfant à titre éducatif, donc frapper, donner une tape, tirer les cheveux, c'est strictement interdit. Le tribunal fédéral a pu le dire, les parents ne sont pas autorisés à donner ce genre de traitement à titre éducatif. Alors, on en parlera peut-être un peu après. C'est vrai que dans certains milieux culturels, où justement la correction physique est inscrite de génération en génération, ça peut effectivement poser problème parce que quand après on demande aux parents de ne plus intervenir sur ce plan-là, ça fait une zone de flottement où les enfants peuvent trouver des soucis après pour trouver justement cette limitation de l'autorité parentale et parfois, on peut assister à des cas où en fait, les parents, les enfants partent en vrille. Alors, mais sur le point de vue de la correction physique, ça, c'est strictement interdit. Maintenant, c'est clair que si une fois un parent dans sa vie donne une petite tape sur les fesses, alors, bien évidemment, les autorités ne vont pas lui tomber dessus, mais d'un point de vue, aujourd'hui, dans notre culture et dans notre système éducatif en Suisse, c'est interdit. Il faut vraiment dire aux parents qu'ils doivent absolument renoncer à toute intervention de ce genre. La violence physique n'est pas une réponse éducative pour un enfant. Ça, c'est ce que dit le tribunal fédéral. Maintenant, il est évident que tous les parents, si une fois ils donnent une tape, ne sont pas systématiquement traînés au SPMI, donc le service de protection des mineurs, qui est l'autorité à Genève référente. En revanche, s'il y a un signalement qui arrive au service de protection des mineurs et que ce service est au courant d'un acte de ce genre, ça c'est évident qu'il y a une lettre d'avertissement qui part aux parents. Ça, Ah d'accord, ok. ah oui, ça c'est incontournable, la lettre d'avertissement, elle va partir. Mais c'est une lettre d'avertissement. On ne va pas systématiquement tout de suite intervenir avec des mesures plus lourdes, mais la lettre d'avertissement, ça c'est certain que les parents la La prennent. première, c'est, alors, si je justement, soupçonne qu'un enfant est maltraité d'un point de vue physique ou psychologique, alors allez, on va donner un exemple. Le premier exemple, c'est j'entends des cris chez mon voisin régulièrement, un enfant qui crie, etc., etc. Que puis-je faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire à ce moment-là? Alors, c'est même pas un droit, c'est un devoir, c'est une obligation. Il faut savoir que d'un point de vue légal, toute personne qui a connaissance d'une situation d'un mineur en danger doit intervenir et doit signaler son cas. Le souci maintenant, c'est qu'on est aussi dans un système culturel en Suisse où les gens ont très peur de se mêler de ce qui ne les regarde pas et peut-être d'intervenir à faux. Et le souci qu'on rencontre dans ce genre de dossier, c'est que eh bien, ce qui arrive, c'est qu'en fait, souvent, le service de protection des mineurs reçoit en fait des lettres anonymes. Et ça, en fait, c'est très ennuyeux parce que si la lettre est anonyme, ça ne permet pas au service de contacter la personne en pré-enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je peux comprendre effectivement qu'une personne peut avoir des réticences à dénoncer son voisin ou peut avoir peur d'une éventuellement contre-plainte. Imaginons par exemple que j'écrive au SPMI en disant voilà, j'entends ma voisine qui hurle sur ses enfants, j'entends des coups, je suis sûre qu'elle les tape et qu'elle veut les tuer. Ça, c'est sûr que si c'est pas vrai, parce que c'était juste une crise familiale, des mots aussi durs et aussi martelants sont susceptibles que je puisse prendre peut-être une plainte pour diffamation et je pense que les gens ont peur de cela. Donc le conseil, c'est soit de téléphoner, soit d'écrire et dans la description, de rester le plus objectif possible en disant voilà, j'entends
des coups, j'entends les enfants pleurer, j'entends les parents crier très fort. Je ne sais pas si c'est juste une crise familiale ou s'il y a plus, mais les enfants ne me semblent pas bien. Pouvez-vous enquêter? Le simple fait de poser la question « Pouvez-vous enquêter ?» démontre que la personne a des doutes et qu'elle n'affirme pas des choses de façon péremptoire, mais qu'elle fait juste son devoir d'adulte en signalant que peut-être 10 mineurs sont en danger. Ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est d'être pas dans l'interprétation, mais vraiment être factuel et vraiment dire ce que j'entends ou ce que je vois, mais ne faire aucune interprétation. Exactement. Et puis, donc, demander vraiment qu'il soit fait une enquête et surtout donner son nom et ses coordonnées pour permettre au SPMI justement de comprendre et de voir ce qui arrive. Il faut aussi voir, c'est que certaines lettres anonymes, selon comment elles sont rédigées, n'ont peut-être pas de suite. Et si effectivement il y a un mineur en danger derrière, c'est que c'est effectivement très très ennuyeux. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Mhm. Maintenant que voilà, ma nièce, par exemple, à l'école, elle a 8-9 ans, elle a une petite copine qui arrive toujours avec des bleus à l'école. Et elle me dit, écoute, je pense que ma petite copine à l'école, en fait, elle a des bleus. Je me demande si ses parents font pas quelque chose ou autre. Euh, Quelle est la procédure? Qu'est-ce que je peux faire aussi dans un cas comme celui-là? Est-ce que je signale à l'école ou je fais appel au SPMI? Alors là, dans un cas pareil, c'est mieux de signaler à l'enseignante. Donc, si la petite, ta nièce, est dans la même classe que cet enfant, c'est de contacter l'enseignante qui, elle, va regarder ce qui se passe. Il faut savoir aussi que les enseignants, ils sont formés pour cela. Donc, après, l'enseignante aussi, elle a aussi l'aide de l'infirmière scolaire qui pourra tranquillement voir l'enfant de façon discrète et dans le cadre, je dirais, feutré de l'école pour voir ce qui se passe. Mais moi, je parlerai à l'enseignante. C'est d'ailleurs, dans la majorité des cas, il faut savoir que ce sont souvent en fait, les enfants qui vont se confier eux-mêmes à un adulte de confiance qui est en fait leur enseignant. Ouais, bien sûr. Ou la psychologue de l'école ou l'infirmière scolaire si elle est disponible sur le moment. Il existe une ligne téléphonique où un enfant peut téléphoner pour signaler son cas. C'est le 147, mais ce n'est pas quelque chose qui circule beaucoup comme ça. Je ne sais pas si un enfant aura vraiment le réflexe de prendre son téléphone pour appeler la police, si tu vois ce que je veux dire. Alors justement, une question importante suite à cette interview, si un enfant nous entend là maintenant et qu'il subit toute forme de maltraitance, est-ce qu'il appelle la police? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Alors, moi, ce que je lui conseillerais, parce que c'est vrai que peut-être appeler la police, ça paraît un acte fou, surtout s'il s'agit en plus de parler de quelque chose qui concerne ses parents, il ne le fera pas spontanément. Je lui conseillerais d'aller parler à un adulte en qui il a confiance. Ça peut être effectivement, par exemple, son enseignant, ou ça peut être aussi, par exemple, s'il fait, je sais pas, peut-être qu'il fait de la musique, son professeur de piano, ou quelque chose comme ça. Un adulte en qui il a confiance. D'accord. J'ai encore une autre question concernant le sujet. On a beaucoup donné d'exemples par rapport à la maltraitance infantile avec les parents notamment jusqu'à maintenant. Mais on est d'accord que une tante, un frère, n'importe qui s'en prend, on va dire, à un enfant et lui fait du mal, c'est toujours de la maltraitance infantile. Donc, c'est pas automatiquement toujours les parents, on est d'accord. En fait, la maltraitance infantile va en fait toucher tous les enfants qui sont sur un rapport de dépendance d'une personne qui a une autorité sur elle. Alors effectivement, on pense aux parents, mais ça peut être aussi un grand frère ou une grande sœur, ça c'est sûr. Ou D'accord. un cousin de la famille qui, par exemple, a mené à garder les enfants. Il y a la maltraitance, elle s'opère dans un milieu où l'enfant est dépendant psychologiquement ou physiquement d'une autre personne. D'accord. Donc, il y a vraiment derrière une forme de pouvoir et en fait, Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment ça. ouais. Et puis, on a remarqué malheureusement que pendant la période du confinement, enfin du semi-confinement, hein, il y avait une augmentation de la maltraitance infantile, en tout cas dans la région. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as constaté ça et pourquoi? Alors, bon, moi j'ai eu des dossiers où j'ai en fait
oui, j'ai eu des constats où des parents ont été signalés, alors de façon infondée, mais ont été signalés. Je parlerai du cas parce qu'il est assez particulier. Mais j'ai pu aussi parler avec des amies enseignantes qui ont été mises devant des situations vraiment je dirais, totalement inhabituelles. Ce qui a été très compliqué dans le confinement, c'est que les autorités ont pris la décision de fermer les écoles. Et ça a été, je dirais, vraiment extrêmement difficile et catastrophique pour les enfants qui étaient déjà en situation précaire. Alors, on ne va pas revenir sur la question politique de savoir s'il fallait ou non fermer les écoles et sacrifier dans un sens les enfants par rapport à une certaine partie de la population. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école joue un rôle extrêmement important, mais un rôle de soupape pour les enfants à plusieurs niveaux. Tout d'abord, euh, parce que c'est là que très souvent la maltraitance va ressortir, soit parce qu'on va voir que l'enfant a des marques physiques, soit parce qu'un enseignant voit qu'un enfant ne va vraiment pas bien sur le plan psychologique et décroche à l'école. Dans les petites classes, un enfant qui tout d'un coup va avoir des actes complètement régressifs, va commencer à ne plus, alors qu'il était propre, va refaire ses besoins sur lui ou avoir des actes sexuels bizarres, compulsifs. Donc l'école, c'est vraiment le lieu où on a la possibilité de voir ce qui se passe dans les familles par cet effet de soupape. En fermant les écoles, on a renvoyé les enfants dans leur milieu intrafamiliale où justement tous les comportements déviants qui pouvaient être tempérés par l'école sont ressortis de façon encore plus importante. Alors, un exemple typique, un enfant qui a un parent qui boit, eh bien, si le parent boit pendant que l'enfant est à l'école, c'est moins difficile à vivre pour l'enfant que s'il rentre, s'il est toute la journée avec le parent qui boit devant lui. Donc, ces comportements aussi compulsifs des parents ont été un problème pour les enfants. Il y a bien sûr des situations de crise familiale et de violence familiale qui sont ressorties parce que des parents qui étaient confinés dans des espaces très petits avec des enfants qui ne pouvaient pas toujours sortir, ça n'a rien d'extraordinaire qu'il y ait des situations de crise et de violence qui puissent être vécues. Et pour ma part, je ne jetterai certainement pas la pierre. Mais ce qui est vraiment, je dirais, des cas inhabituels, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est à partir de quand la maltraitance commence. Et il y a eu des cas où des parents ont eu une peur, mais presque irrationnelle et totalement non maîtrisée de la pandémie, et qui n'ont pas du tout sorti leurs enfants durant toutes les semaines de confinement. Mais du coup, genre même pas en promenade, tu dis? Non, même pas pour sortir au parc, rien du tout. Ils sont ressortis justement auprès des enseignants lorsque les enfants sont repartis à l'école, totalement soulagés que les écoles rouvrent et qu'ils ont expliqué ce qu'ils avaient vécu à la maison. Donc, ce genre d'affaires a aussi donné justement cas à des signalements. Genre, je parlerai justement d'un cas assez intéressant que j'ai eu, où justement les personnes se sont inquiétées de la situation de l'enfant. C'est le cas d'un enfant qui est issu de parents assez âgés. Et puis, ses parents, manque de chance, étaient en plus à risque au niveau de la pandémie pour le corona. Et devant la situation très difficile, les parents ont décidé de déscolariser l'enfant et de le sortir de l'école suite donc à la survenance de la pandémie. Et ses parents, au bout d'un moment, bien qu'ils avaient obtenu donc il faut savoir que pour déscolariser un enfant, il faut une autorisation formelle du département qu'ils avaient obtenue. Ils avaient mis en place un plan éducatif très complet. Bon, par chance, ils sont tous les deux de milieu universitaire, donc ils ont pu assurer vraiment un suivi tout à fait opérationnel pour l'enfant qui avait une dizaine d'années. Mais l'enfant a été déscolarisé. Et ses parents ont fait l'objet d'un signalement justement au SPMI, comme quoi l'enfant a été maltraité. Et un des motifs était justement la déscolarisation. Et donc, il a fallu gérer la chose et expliquer au SPMI comment les choses s'étaient passées. Heureusement,
les parents ont fait les choses bien dans le sens qu'effectivement, ils ont été obligés pour des questions de santé et vu leur âge de scolariser l'enfant pour une seule année. Mais en parallèle, ils ont fait les choses très bien en faisant en sorte que l'enfant sorte tous les jours, que cet enfant puisse aller au parc, que l'enfant puisse continuer à avoir ses activités culturelles et musicales, d'avoir des contacts avec d'autres enfants soit par réseaux sociaux, soit en se voyant dans des conditions sécurisées. Voilà. Mais c'est pour dire que cette pandémie, ce confinement a donné place à des situations, je dirais, totalement inhabituelles. Et donc, tu parles en fait de déscolarisation. Est-ce que, on sait que le… Alors, quand je dis déscolarisé, ça veut dire sortie de l'école habituelle, mais le processus de scolarisation a continué, mais au sein de la famille. D'accord, mais alors imaginons, parce que c'est une des questions aussi qui est ressortie en fait auprès du sondage, Mhm. c'est, voilà, si je constate qu'un enfant justement est déscolarisé pour X ou Y raison, est-ce que, bon, on sait que le devoir d'un parent, c'est l'éducation aussi. Est-ce Mhm. que s'il manque à ce devoir, est-ce que c'est de la maltraitance infantile? Un enfant qui ne va plus à l'école, les services ils vont être alertés tout de suite hein, parce que c'est obligatoire de suivre l'école. Donc, un enseignant qui voit qu'un enfant manque l'école sans raison et qui n'est pas informé et qui n'a pas d'excuse valable du motif de l'absence de l'enfant, va de toute façon signaler les choses. Et si effectivement un parent a de la peine à suivre ce processus, ça peut effectivement déboucher sur des mesures d'aide aux parents pour cela. Ça, c'est certain. Ouais. Et donc, comment ça se passe si, après enquête, le SPMI, par exemple, confirme qu'il y a bien maltraitance infantile dans telle ou telle famille? Comment ça se passe pour l'enfant? Est-ce que l'enfant est placé? Est-ce que l'enfant… Enfin, comment ça se passe? Alors, ça dépend des cas. Ça dépend du type de maltraitance. On va peut-être parler d'abord du cas le plus simple et concret à visualiser, c'est disons un constat de maltraitance physique, à savoir des coups. Dans un cas pareil, le SPMI a la possibilité de prononcer ce qu'on appelle une clause péril qui va en fait sortir immédiatement l'enfant du milieu dans lequel il subit l'atteinte. Mais ça, il faut savoir que c'est vraiment la mesure extrême qui est prise en toute proportionnalité. C'est, ça se passe de la façon suivante. C'est un membre de la direction du SPMI qui va prendre la décision de prononcer la clause péril devant le constat avéré de maltraitance. Bien évidemment, ils vont d'abord regarder s'il n'y a pas une autre mesure qui peut être faite. Prenons le cas où, par exemple, l'enfant est sous la garde d'un parent divorcé qui malheureusement va faire subir une maltraitance physique à l'enfant. On va d'abord voir si éventuellement l'autre parent, le père ou la mère, qui n'a peut-être pas la garde, peut provisoirement accueillir l'enfant pour le sortir de ce milieu. Lorsqu'on prononce une clause péril pour sortir l'enfant et le mettre immédiatement dans un lieu, pour le placer provisoirement, c'est parce qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée pour l'enfant. C'est vraiment la mesure ultime. Alors, la clause péril est prononcée par le service de protection des mineurs. L'enfant donc est retiré et le cas est immédiatement soumis au tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qui va ensuite donc engager un processus pour ratifier la clause péril ou l'annuler. Pendant ce temps, les parents sont très rapidement convoqués au service de protection des mineurs. C'est pratiquement le lendemain de la mesure. Et puis ensuite se déroule la procédure avec, comme toujours, avec une audience et où tous les intervenants vont regarder qu'est-ce qui peut être fait pour aller au mieux dans le sens de l'enfant, étant précisé que le placement confirmé n'est vraiment que dans des cas où on n'a pas d'autre solution. C'est la mesure extrême. Donc, quand tu dis placement, est-ce que tu fais appel, par exemple, on parle d'un foyer, par exemple,
On parle d'une famille d'accueil? Alors, la mesure enfin, pour aller plus urgent, c'est dans un foyer. Ensuite, dans une famille d'accueil, c'est possible aussi, mais c'est un processus qui est un petit peu plus long. Il faut qu'une famille d'accueil soit là, puis qu'elle ait toutes les conditions possibles pour accueillir l'enfant. Mais ça peut être aussi un membre de la famille qui prend provisoirement l'enfant sous l'égide du SPMI qui contrôle que les choses se passent bien. Parce que Mais finalement, un exemple de maltraitance psychologique, c'est l'aliénation parentale, typiquement. alors, on en a beaucoup parlé et on en parle beaucoup depuis quelques années. Alors, c'est quoi en fait l'aliénation parentale? Voilà, je ne suis pas médecin psychiatre, mais disons, si je peux vulgariser la chose pour les personnes extérieures au milieu du droit et de l'enfance, l'aliénation parentale, c'est le fait pour un parent de s'allier plusieurs enfants qui sont ses enfants et de se mettre contre l'autre parent. C'est ça en fait l'aliénation parentale. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le parent qui fait ça va en général se poser en victime pour demander en fait à ses enfants de le soutenir contre l'autre parent qu'il va poser en véritable diable, enfin peindre le diable sur la muraille, où l'autre parent va avoir tous les défauts du monde et, être vraiment la personne la plus horrible, de façon à ce que l'enfant commun devienne l'allié de l'autre parent, d'un parent contre l'autre parent. C'est ça en fait l'aliénation parentale. Et la fin du processus d'aliénation parentale, c'est que finalement, l'enfant qui est aliéné n'a plus de relation avec l'autre parent par loyauté extrême envers le parent qu'il a décidé de soutenir. Donc, J'espère avoir été assez juste dans mes propos parce que voilà, en fait, dans ma vision d'avocate, c'est comme ça que je vois les choses. c'est le parent qui va monter en fait l'enfant contre l'autre parent, c'est ça ou j'ai mal compris? Alors, c'est pas seulement monter, mais c'est vraiment convaincre l'enfant qu'il doit être à ses côtés en mesure de rétorsion contre l'autre parent par rapport à la séparation et tout le processus qui est généralement mis en place, soit parce qu'il y a une séparation parentale si les parents ne sont pas mariés, soit parce qu'il y a un divorce, soit parce qu'il y a des questions d'argent. Voilà, on fait vraiment de l'enfant commun son propre allié pour aller, pour en fait gérer sa rancœur, sa rancune contre l'autre parent. Et Donc, ça, c'est de l'aliénation. Pour moi, c'est de la maltraitance psychologique. Alors, ça n'engage que moi, mais c'est une maltraitance psychologique parce qu'un enfant qui n'a plus de relation avec son autre parent aura dans le futur des problèmes en tant que jeune adulte dans ses relations avec les personnes de l'autre sexe. C'est très difficile de ne pas avoir de problème. Alors bien sûr, chaque être humain a ses propres capacités de résilience, mais on voit, enfin, les constats, c'est que ça donne toujours des problèmes dans le futur, dans les relations des enfants, dans leur propre vie relationnelle et sentimentale. Et c'est une maltraitance psychologique parce que le but d'un parent, c'est d'amener ses enfants à être des jeunes adultes épanouis et structurés. C'est déjà difficile d'y arriver sans problème, puisque voilà, tout être humain a son propre chemin, sa propre vie, mais en plus, si on rajoute je dirais des aspects aussi lourds dans le développement émotionnel de l'enfant, ça donne rarement du bon dans le futur. Et pour moi, ben, c'est déjà de la maltraitance psychologique, ça c'est certain. Ma prochaine question est une question qui est aussi ressortie à un très fort pourcentage. Quelle est la différence en fait entre le SPMI dont tu parlais et peut-être le SASP ou autre? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un service de la police? Est-ce que c'est... Peux-tu nous Non. expliquer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet. Alors, le service général, c'est le service de protection des mineurs, qui est en fait le service compétent pour tout ce qui concerne les enfants, que ce soit autant sur le plan justement de l'intervention pour les enfants, les mineurs qui sont en danger, mais aussi pour toute autre question qui vont en fait toucher le développement harmonieux de l'enfant. Dans le cadre du service de protection des mineurs, il y a en fait deux services. Un premier service qui s'appelle aussi le service de protection des mineurs et qui intervient justement pour les clauses périles, qui intervient aussi pour toutes les mesures de curatelle et d'assistance aux parents et d'aide éducative aux parents. Ça, c'est
un bloc. Et l'autre service, le deuxième service au sein du SPMI, qu'on appelle le SEASP, qui est en fait le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Lui, ce service, il est spécialisé pour intervenir justement dans les évaluations lorsque des parents se séparent et qu'il y a des divergences sur la fixation des relations personnelles pour les parents et le sort, je dirais en général, le sort des enfants. Alors, l'exemple type, c'est des parents qui divorcent. Tous les deux veulent une garde exclusive de l'enfant, ou un veut une garde alternée, l'autre veut une garde exclusive. Il peut y avoir encore d'autres problèmes. Eh bien, ce service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale va sur mandat d'un juge, hein, il n'intervient pas seul, contrairement à l'autre qui peut intervenir et s'autosaisir. Le SESP n'intervient que sur mandat d'un juge pour établir un rapport d'évaluation qui va justement auditionner les parents, cas échéant auditionner des fois les enfants lorsque leur âge le permet, et auditionner en fait tous les intervenants que j'appellerais les situations, les professions satellites qui tournent autour des enfants, qui peuvent être évidemment en général les enseignants, éventuellement les thérapeutes des enfants s'ils en ont déjà. Et voilà, donc c'est ces personnes qui interviennent, qui tournent au milieu des enfants. Et toutes ces auditions vont donner une synthèse dans un rapport qui est transmis au juge afin de permettre à ce juge, à ce magistrat, de pouvoir prendre la meilleure décision dans l'intérêt des enfants. D'accord. Et donc, tu parlais d'aliénation parentale, voilà, il y a quelques secondes. Euh, Quand il y a vraiment aliénation parentale, donc est-ce que c'est le SASP ou le SPMI alors? Alors, alors, ça dépend. En général, c'est clair que les situations d'aliénation parentale vont peut-être plus ressortir dans les rapports du SESP parce que c'est là qu'on va voir qu'il y a un problème lorsque justement un enfant refuse d'avoir des relations avec un autre parent, et on va se poser la question. Bien que ce soit au début très très difficile de le diagnostiquer, enfin de le constater, parce qu'au début, il peut y avoir aussi des raisons objectives qui font qu'un enfant a des réticences à voir un de ses parents. Et c'est malheureusement un peu sur la durée qu'on arrive à se rendre compte des manipulations ou des problèmes. Euh, voilà. Donc c'est plutôt dans le cadre du SESP. Oui. Alors, il y a une question aussi qui est assez importante, qui est un peu particulière, mais qui est aussi, qui m'a été posée pour toi, justement. Alors, j'essaye d'être claire. Imaginons qu'un enfant qui peut avoir allez, entre 10 et 12 ans, enfin, un des parents ou les parents lui imposent une religion, par exemple, une croyance, quelle qu'elle soit, et cet enfant n'en veut pas ou se sent forcé de le faire de peur de décevoir ou de manière culturelle, comme tu en parlais. Est-ce que ça, c'est de la maltraitance? Alors ça, c'est une question délicate, hein. Je vais répondre, mais c'est plus ma provision d'avocate et puis de maman, puisque j'ai aussi deux enfants qui répondra. Euh, euh, D'une manière générale, je pense que c'est important que les parents donnent une éducation à leurs enfants et qu'ils donnent aussi une part de leur culture pour permettre aussi à l'enfant de savoir d'où il vient. Parce que quand on sait d'où on vient, ça aide déjà pour savoir où on va aller. Ça, c'est la première chose. Après, lorsque l'enfant est grand, s'il n'a plus envie d'être dans ce chemin, dans cette mouvance, c'est son choix. Mais je pense que c'est important pour les parents d'essayer de transmettre une part de culture à leur enfant pour leur permettre justement de savoir qui ils sont. Après, évidemment, il faut savoir comment les choses se passent et quel type de religion et comment ça va. La majorité des religions prévoient souvent de préserver les enfants pour certains actes. Je pense par exemple à des religions où on demande des jeûnes assez importants. Les enfants, ils sont exemptés de passer par ce genre de mesures. Donc pour moi, ça ne me pose pas un souci. Maintenant, c'est évident qu'au fur et à mesure qu'un enfant grandit, plus il va grandir et plus il faut respecter son choix. Et si un enfant suit ses parents sans problème dans un lieu de culte, quel qu'il soit quand il est petit,
à 6 ans, je pense que si on le prend, même s'il préférait rester jouer à la maison, sur la télévision, enfin faire autre chose, c'est pas de la maltraitance. En revanche, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, et qu'il arrive à sa capacité de discernement et à sa capacité de se positionner par rapport à la religion et à sa vie, je pense qu'il faut respecter son choix. Cela étant, après, tout dépend aussi du milieu et des pressions psychologiques. Tout dépend de la mesure de ce qui est demandé. C'est sûr que si des parents sont dans une religion extrême, où il s'agit de ne pas manger un jour sur deux, s'ils font ça avec des enfants qui ont 3 ans, c'est sûr qu'il va y avoir des soucis, parce qu'on ne peut pas demander des mesures aussi extrêmes à des enfants aussi jeunes. Voilà. Alors Diane, pour terminer, est-ce que tu as une observation, justement, tu parlais d'un cas que tu voulais nous partager, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre sur la question de la maltraitance infantile? Oui, alors mon message serait pour les autorités pour le futur, c'est que si nous devons hélas revivre une pandémie, comme nous l'avons vécu, je souhaite vraiment que les autorités réfléchissent avant de fermer les écoles, parce que comme j'ai pu l'expliquer, c'est vraiment ce qui joue une soupape et le tampon entre les familles et les enfants, pour pouvoir justement empêcher ces maltraitances, ou alors les déceler et les signaler. Voilà, ce serait ça. Bah, écoute, merci infiniment Diane de nous avoir donné ce temps pour cette interview, en traitant quand même un sujet qui est quand même difficile. Merci d'avoir donné des réponses claires. Et puis, bah, j'espère te retrouver très bientôt lors d'une prochaine thématique. Merci mille fois. Merci.